Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir. Nous avons le plaisir de partager avec vous dans la série sur le mariage, un thème sur la communication dans le foyer. Et nous voulons insister toujours sur le fait que le mariage est la première institution divine. Une institution qui est venue tout droit de Dieu. Et Dieu lui-même tient au mariage. Le cœur de Dieu est pour la famille. Et quand nous nous engageons dans le mariage, nous nous engageons à une vie d'amitié avec notre conjoint. Nous nous engageons à une complicité avec notre conjoint. Nous nous engageons à vivre avec un compagnon pour toujours. Et nous devons nous donner cette responsabilité de tout mettre en œuvre pour protéger et préserver cette institution qui est venue de Dieu. Le mariage est extrêmement important, non seulement aux yeux de Dieu, mais pour tous ceux qui s'y engagent. Et nous comprenons que c'est un chemin de non-retour. Et nous devons tout mettre en œuvre en plaçant Dieu au centre du mariage, tout mettre en œuvre pour le réussir. Et cela sera pour le bien de chaque partenaire dans le foyer, mais aussi de chaque enfant, de toute la famille. Et toute la famille doit pouvoir se bâtir dans le mariage. Toute la famille doit pouvoir croître dans le mariage. Et quand nous parlons de mariage, nous parlons d'un projet de vie. Nous parlons d'un respect, d'une communion que nous devons entretenir tous les jours avec notre conjoint. Et donc c'est le cadre aussi, la famille est le cadre où nous pouvons partager nos joies avec notre conjoint. Nous pouvons partager nos réussites avec notre conjoint. Nous pouvons aussi partager nos peines, nos difficultés et les épreuves que nous rencontrons chacun. C'est le cadre où nous pouvons nous asseoir, échanger sur ces situations de nos différentes vies et voir ensemble comment nous pouvons, tout en plaçant Dieu au centre de tout cela, comment nous pouvons prier ensemble, comment nous pouvons avancer ensemble, remporter des victoires ensemble et rencontrer souvent des situations qui ont besoin d'être dénouées et placer le Saint-Esprit au centre de tout cela et voir Dieu se mouvoir avec nous dans le couple. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans tout mariage, nous devons placer Dieu au centre. Dieu doit prendre la première place dans tout mariage. Et quand Dieu prend la première place dans tout mariage, il fera en sorte que quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, que nous puissions passer outre toutes ces difficultés et avoir des opportunités de témoigner de son grand nom, avoir des opportunités de dire que quand nous plaçons Dieu au centre de notre couple, de notre mariage, Dieu prend le contrôle parfait de chaque situation et tout se passe toujours pour que son nom soit glorifié. Et c'est vrai, nous plaçons Dieu au centre du mariage. Et comme la parole de Dieu le dit dans le livre d'Ecclésiaste, nous sommes en ce moment face à une corde à 3 fils qui ne se rompra jamais, quelles que soient les tempêtes. Cette corde-là sera très solide et elle ne va jamais se rompre parce que Dieu est au centre. Et nous devons compter avec Dieu dans toutes les situations que nous rencontrons. Mais ce soir, je voudrais aborder un point dans le mariage qui est extrêmement important. Un point qui mérite d'être pris au sérieux. C'est le point sur la communication. La communication dans le foyer, elle est extrêmement importante. La communication dans le foyer va amener le foyer à croître positivement. La communication dans le foyer va amener chaque personne à trouver de la valeur vis-à-vis des autres. Et chacun trouvera une place dans l'interrelation, mais aussi dans la bonne communication qui va permettre de voir les situations, d'en parler et de savoir comment prier dans une communion par d'esprit, comment prier devant les situations et remporter les victoires. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas, dans Éphésiens 4, verset 15, que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire donc que
et dans la communication que nous devons entretenir dans les foyers, nous devons prendre soin de confesser des choses positives. Nous devons dire des choses qui permettent au mariage, à notre couple, de se retrouver dans une atmosphère non seulement saine, mais une atmosphère spirituelle qui permet au couple d'être vraiment à l'aise. Et chacun trouvera son compte dans le foyer en ce moment parce que la communication qui est extrêmement importante est entretenue en plaçant l'Esprit de Dieu au devant de toutes choses. Et nous devons faire en sorte qu'aucune parole négative dans notre communication, qu'aucune parole négative ne sorte de notre bouche, soit pour blesser l'autre, soit pour heurter la sensibilité de l'autre. Et quand nous prenons soin d'entretenir la communication dans une atmosphère saine, la parole de Dieu nous dira que cela va servir à l'édification et va communiquer une grâce à ceux qui entendent les paroles. Cela, nous voyons cela dans Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Nous devons faire en sorte que dans la communication que nous avons avec notre conjoint, que nous puissions exprimer notre amour pour notre conjoint. À travers tout ce que nous avons à dire à notre conjoint, nous devons faire en sorte qu'il ressente l'amour que nous portons dans notre cœur pour lui. Et nous devons, en plus de la façon dont nous nous exprimons, nous devons avoir des opportunités de lui exprimer notre amour, de lui dire que nous l'aimons, de lui dire aussi qu'il ou elle est merveilleuse aux yeux de Dieu et que nous trouvons vraiment notre compte à être avec cette personne. Et donc, quand la communication est établie dans le foyer, nous devons faire en sorte que dans la communication, nous apprenons à nous connaître. Nous apprenons à nous connaître, que nous puissions dire à l'autre ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, que nous puissions aussi lui parler aussi de la façon dont nous avons été éduqués et que l'autre aussi partage la façon dont il a été éduqué et du coup, nous allons trouver dans le couple un profil de notre couple parce que nous amenons tous les bons côtés de notre éducation de part et d'autre et nous mettons tout cela ensemble et cela constitue réellement un profil que nous bâtissons pour notre couple et cela fait en sorte que le couple devient solide et le couple a une référence. Le couple peut s'asseoir et dire que voici le référentiel dans notre couple. Voici la façon dont nous fonctionnons dans notre couple. Chacun a amené une valeur de son éducation. Chacune est venue de son milieu familial avec un type d'éducation et nous tirons le meilleur de chaque partie et nous bâtissons un profil pour notre famille et les enfants pourront se retrouver dans le profil que nous bâtissons parce que cela deviendra un profil qui est type à nous et qu'on ne retrouvera peut-être nulle part ailleurs parce que nous avons su mettre les bons côtés de chaque niveau d'éducation ensemble et nous avons pu bâtir quelque chose qui est propre à nous. Et nos enfants, quand ils vont grandir, ils vont se retrouver dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons véhiculé comme éducation. Peut-être qu'on ne retrouvera pas quelque part. Et ça, c'est dans la bonne communication qu'on peut bâtir ce type de profil qui est propre à nous. Donc, c'est extrêmement important que dans un couple, le mari et la femme puissent trouver du temps. Et ils doivent d'ailleurs se donner du temps de communiquer, de se parler, d'échanger, de partager ce qu'ils ont vécu dans la journée, de revenir même sur des choses qu'ils ont vécues de par le passé, de tirer des enseignements de ce par quoi ils sont passés, de comment Dieu les a fait sortir de certaines situations, de bâtir leur propre témoignage et d'avoir leur propre référence à eux et qui deviendra une référence pour leur famille et qui sera type à leur famille. Et donc, tout cela nous montre qu'il n'y a que la communication et la bonne communication qui peut permettre au couple de bâtir ce profil-là
qui sera propre à eux et qui va permettre à chacun de se retrouver. Et une bonne communication parle de gaieté. Une bonne communication parle d'une atmosphère saine. Une bonne communication parle des choses qui se disent avec un esprit sain. Et en ce moment, de façon conviviale, on entretient l'atmosphère qui plaît au cœur de Dieu. Donc quand nous savons communiquer dans le ménage, dans la famille, nous allons nous rendre compte que toute l'atmosphère va parler de gaieté. Toute l'atmosphère dans la maison parle de convivialité. Et quand une personne qui est extérieure à votre maison arrive en ce moment dans votre foyer, l'atmosphère que cette personne va ressentir, ça sera une atmosphère d'amour. Et on sentira que l'atmosphère est empreinte d'amour. Parce qu'il n'y a pas de situation malsaine, puisque la communication arrive à juguler toutes les situations malsaines. Et tout de suite, l'atmosphère est saine, l'atmosphère est sereine, l'atmosphère est conviviale, l'atmosphère parle d'amour. Et tout dans la maison va parler en ce moment d'amour. Quand on va voir le couple, tout de suite, on sent qu'il y a une bonne communication. Ça ne sera pas en ce moment un couple qui va feindre. Et un couple qui fait semblant devant les gens, mais en réalité, qui ne communique pas, ou même qui ne se parlent même pas. Parce qu'il y a ces couples-là souvent qui ne se parlent pas, ils traversent des difficultés, ils traversent mal des difficultés, et souvent ils ne communiquent pas, et pire, souvent ils ne se parlent même pas. Mais dès qu'il y a des étrangers qui arrivent, ils font semblant, mais tout de suite ça saute à l'œil. Pour quelqu'un qui est fin et qui observe ce qui se passe, tout de suite on peut sentir si oui ou non l'atmosphère est conviviale dans la maison, si tout se passe bien. Donc c'est pour dire que la bonne communication est extrêmement importante et nous devons tout mettre en œuvre et nous devons garder à l'esprit que nous devons lutter, nous devons faire tout pour qu'une bonne communication soit entretenue dans nos ménages, dans nos familles. Et quand la communication se passe bien entre le couple, chacun va se retrouver. Il y a une transparence et progressivement, on va sentir que c'est une famille qui se solidifie. Cette famille-là est ancrée sur des valeurs sûres parce que tout est fait sur la base d'une bonne communication. Il n'y a rien qu'on se cache, il n'y a rien qu'on fasse en dehors de l'autre. Les deux parties sont impliquées dans la vie du foyer. Les enfants aussi seront impliqués dans la vie du foyer, mais d'une autre façon. Parce que le premier niveau de communication, c'est entre les parents. Et les parents doivent tout mettre en œuvre pour que, entre eux, tout se passe bien. En descendant au niveau des enfants, qu'ils parlent le même langage. Qu'un enfant, en partant vers le papa, retrouve la même réflexion que la maman dira si l'enfant a affaire à l'un ou l'autre des parents. Mais quand la communication ne se passe pas bien au premier niveau, c'est-à-dire entre le père et la mère, donc en descendant au niveau des enfants, ça se ressent tout de suite. Et les enfants se plaisent à observer que ce que papa a dit, ce n'est pas exactement ce que la maman a dit. Donc du coup, ils sentent le décalage. Et cela n'est pas bien pour eux, pour leur développement, parce que tout de suite, ils grandissent avec l'idée que les parents ne communiquent pas bien. Parce qu'ils le sentent. Par moments, ils peuvent même se le dire. Et ils savent que quelque chose ne va pas. Ou encore, ils savent qu'il y a un déficit de communication. Mais donc, c'est aux parents de s'accorder sur les mêmes choses. C'est-à-dire que quand eux, ils se parlent bien, les enfants, dès qu'ils descendent au niveau des enfants, ils ont le même niveau, ils gardent le même niveau et les enfants sont plus à l'aise en ce moment et ils feront tout en ce moment pour garder à l'esprit aussi que si nous grandissons, nous devons aussi garder cette idée de bonne communication avec notre futur, notre prochain, notre partenaire. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que en bâtissant une bonne communication, je l'ai dit tantôt, nous devons prendre le temps de communiquer. Communication verbale ou non,
nous devons prendre le temps. Et d'ailleurs, nous devons nous donner le temps. Parce que souvent, on est tous très pressés. On arrive à la maison fatigué. On a passé une journée extrêmement chargée. On n'a même pas envie d'entendre quelqu'un nous parler à la maison. Et quand c'est ainsi, on sent que une partie est fatiguée, donc elle est même presque irritable. Donc quand l'autre partie s'approche pour parler de certaines choses, tout de suite, on sent qu'il n'y a pas les dispositions pour écouter l'autre partie. Et là, moi je dis, prenons le temps, donnons-nous le temps d'entretenir une bonne communication. Donnons-nous le temps de nous parler. Donnons-nous le temps d'être ensemble. Souvent, même sans se parler, le fait d'être ensemble dans une sérénité, ça apporte une paix dans le foyer. Ça apporte une joie, même pour les enfants, de voir que les deux parents sont là. Même ils ne sont pas en train de trop parler, mais ils sont là, c'est serein, c'est paisible et leur attitude démontre l'amour qu'ils ont l'un vis-à-vis de l'autre. Et cela est extrêmement important. Donc, donnons-nous le temps de communiquer. Une femme disait qu'elle avait l'impression qu'elle vivait seule. Parce que son mari, il passait toute la journée au travail. C'est vrai qu'il a un niveau de responsabilité, mais il passe toute la journée au travail. Donc le soir, souvent il arrive vers 20 h, mais épuisé, alors là épuisé. Et quand il arrive, dès qu'il rentre dans la maison, tout ce qu'il veut, c'est tout de suite prendre une douche et aller à table. Et quand il va à table, le temps que la femme vienne s'installer, il a fini de manger. Et quand il a fini de manger, tout de suite, il va s'installer devant la télé. Et quand il va s'installer devant la télé, 10 minutes plus tard, il commence à ronfler. Et il dort devant la télé. Donc du coup, et sa femme expliquait que presque chaque jour, c'était le même scénario. Donc elle n'avait plus l'impression de vivre avec son mari. Elle faisait tout pour avoir quelques minutes, lui arracher quelques mots, mais étant donné qu'il arrive fatigué, il était irritable. Donc il ne prenait plus le temps d'écouter sa femme. Encore moins les enfants. Et les enfants, j'étais un peu choquée d'entendre les enfants dire qu'ils n'avaient pas l'occasion de présenter même leur cahier à leur père. Souvent, ils veulent partager avec leur père ce qu'ils ont fait à l'école pour lui montrer un peu comment ils sont en train d'évoluer, mais ils n'ont jamais l'occasion. Même les samedis, cet homme travaille. Donc, les enfants disaient que pour l'obliger à regarder même leurs notes, ils sont obligés, ils vont déposer leur cahier sur son plat, son assiette, pour l'obliger, en fait pour dire que si tu es obligé de manger, tu seras obligé de regarder mon cahier. Donc, ils posent leurs notes sur son assiette, dans son plat, pour l'obliger à regarder avant de manger. Et il y a eu des moments où il a pris les notes des enfants, il l'a déposé sans même savoir qu'il s'agissait des notes. Et les enfants sont venus l'entourer pour dire, bon, il s'agit de nos notes scolaires, donc regarde ces notes-là avant de te servir à manger. Donc quand on arrive à là, ça veut dire que soi-même, délibérément, on a rompu, on a œuvré pour rompre la communication dans le foyer. Et vous voyez, quand on arrive à une situation comme celle-ci, ça veut dire que les enfants n'ont même pas l'occasion de parler avec leur père, d'échanger avec leur père et de voir avec leur père quel est le projet, quelle est la vision qu'il a même pour leur propre vie. Donc, c'est dire donc que nous devons nous donner le temps pour une bonne communication dans le foyer et cela aide chacun à comprendre l'autre, cela aide chacun à grandir dans le foyer, à se bâtir, à croître dans le foyer parce que nous savons de part et d'autre ce que l'autre veut, les préoccupations de l'autre et nous savons aussi quelles sont les difficultés par lesquelles il passe et nous pouvons, soit en tant que femme ou mari, nous pouvons en ce moment prendre le temps de prier pour notre conjoint. Mais quand on n'a même pas le temps d'échanger, donc les choses sont laissées à elles-mêmes et souvent ça devient très difficile. Et je voudrais ce soir aussi partager avec vous quelques principes qui peuvent tuer la communication, qui peuvent interférer, qui peuvent faire en sorte que notre communication dans le foyer ne se passe pas bien.
Le premier point que je vais partager à ce niveau, c'est le mensonge délibéré. Dans certains couples, on se rend compte que le mensonge devient une pratique. Pour l'un ou l'autre dans le couple, le mensonge qui est délibéré. Donc, et là-dessus, j'ai le témoignage de cette femme qui parlait de son mari et qui disait que tous les jours, il avait une nouvelle histoire à raconter. Et il expliquait des situations qu'il avait vécues où il parlait des femmes qui lui faisaient la cour, mais tout n'était que mensonge. C'était lui qui faisait la cour à ces femmes-là. Mais il présentait toujours la chose comme si c'était les femmes qui le poursuivaient, les femmes qui lui faisaient la cour et tout. Sa femme qui dit que quand il ouvre sa bouche pour parler, ce ne sont que des mensonges. Donc du coup, sa femme ne croyait plus en lui. Et vous voyez, donc le mensonge délibéré, quand ça intervient dans la communication, dans un couple, tout de suite, surtout quand l'autre se rend compte que ce ne sont que des mensonges que l'autre partie raconte, il n'y a plus de confiance. C'est-à-dire qu'elle va s'attendre, la femme s'attend maintenant à ce que... Et elle va se demander quel est le prochain mensonge qui va sortir de la bouche de son mari. Parce qu'il a toujours des choses à raconter, il a toujours des choses à dire pour se justifier quand il n'arrive pas tôt à la maison. Et la femme se rend compte, avec preuve à l'appui, que ce n'était que des mensonges. L'autre situation qui peut aussi affaiblir notre communication dans le couple, c'est l'exagération. Souvent, devant les situations, quand on veut raconter les situations, on raconte les situations de façon exagérée. C'est-à-dire on amplifie tellement les situations que tout de suite l'autre se rend compte que à ce niveau-là, il y a quand même une partie qui n'est pas vraie. Parce qu'on amplifie, on grossit les situations et cela n'est pas vraiment pour la bonne communication parce que tout de suite, on peut discerner tout de suite qu'on a amplifié cette situation. Donc ça, c'est très proche du mensonge aussi. Donc, ou encore, et devant les situations, qu'on soit en train de généraliser. C'est-à-dire qu'on est toujours en train, on est toujours en train de dire, oui, toi tu es toujours comme ça. Voici comment tu fais toujours les choses. Bon, ou encore, et tu ne fais jamais bien les choses, ou le mot toujours, ou le mot jamais, quand ça revient constamment dans un couple par rapport à la communication, cela veut dire qu'on suspecte l'exagération ou encore on est en train de généraliser pour vraiment des situations. Et ça aussi, c'est des points que nous devons éviter. Nous devons faire en sorte que notre communication soit que dans notre communication, il n'y ait pas l'exagération, qu'on n'exagère pas quand on communique, parce que là, on est très proche du mensonge, quoi. Et nous devons éviter cela parce que ça joue sur la communication, ça rompt la confiance, et surtout d'un côté. Et du coup, quand c'est ainsi, il y a une suspicion toujours. Quand la personne qui est experte en exagération, dès qu'elle commence à parler, l'autre se tend bien les oreilles pour voir jusqu'où tout est vrai, ou encore qu'est-ce qui est amplifié, qu'est-ce qui est exagéré, ou encore qu'est-ce qui est généralisé comme cette personne a l'habitude de faire. Donc faisons attention à ce niveau. Quand il y a ces choses-là dans notre communication, faisons attention et faisons tout pour ôter ces choses-là, pour assainir notre communication dans le couple, et cela sera vraiment pour le bien de tout le couple. Il y a aussi les préjugés. Dans le couple, quand il y a les préjugés sont réguliers, hein, donc là, on affaiblit notre communication. Ou encore des idées fixes. On se dit que, bon, telle personne va réagir forcément de cette façon. Et quand on est presque sûr à 100% que la personne va toujours réagir de cette façon, ça veut dire qu'on ne pense même pas que la personne peut changer. C'est-à-dire qu'on est arrêté sur le fait que la personne, non, devant telle situation, voilà exactement comment elle va réagir. Et
Et souvent, c'est dans le mauvais sens. Et donc, du coup, on est presque sûr qu'on a catalogué la personne et on a fait construire un préjugé sur la personne et on se dit que la personne est toujours comme ça. Elle va réagir de cette façon. Et quand on va dans ce sens-là, du coup, on est bloqué. Donc, on n'ouvre pas de perspective pour nous dire que, cette personne-là, la dernière fois, elle a réagi comme ça, mais je crois que cette fois-ci, elle va réagir d'une autre façon. Là, on donne quand même la chance et la perspective pour la personne de faire les choses autrement. Sinon, si on catalogue la personne, on fixe la personne dans un seul couloir en disant, bon, et voilà, c'est comme ça que la personne va faire et elle a l'habitude de ça, c'est son caractère. Donc là, on ne donne pas d'ouverture à la personne de changer ou encore de se développer d'une autre façon, surtout dans le cadre de la communication. Bon, et un point qui est aussi important à noter, c'est le manque de fidélité à la parole donnée. Là, nous sommes dans un domaine où on se rend compte que le conjoint ou la partenaire ne tient jamais parole, n'a pas de fidélité quand elle dit quelque chose. Et donc, on a souvent des hommes qui promettent, qui passent le temps à promettre à leur femme des choses et ils ne tiennent jamais ces promesses. Et du coup, il n'est pas fidèle à la parole qu'il donne. Et quand c'est ainsi, là aussi, la communication est biaisée. Et donc, la femme ne va plus trop croire en ce que le mari dit. Donc, parce qu'on voit qu'il n'est pas une personne qui est fidèle à tout ce qu'il dit. L'autre chose qui est très importante aussi à noter, c'est la perte de contrôle quand on communique. Dans certains couples, on voit que l'un des deux partenaires, souvent, aime crier quand il s'agit de parler, quand il s'agit de communiquer, et il perd le contrôle tout de suite. Quand il commence à échanger avec sa femme, il peut perdre le contrôle et il commence à crier, et dans une irritabilité extrême. Donc, il ne sait jamais se donner le calme, il ne sait jamais être patient pour parler dans le calme avec sa femme. Il est toujours en train de tempêter, il est toujours en train de crier, il perd totalement le contrôle. Quand c'est ainsi, il crée une peur chez sa femme. Et nous voyons souvent dans certains couples, quand on voit le couple, tout de suite, on sent que la femme a peur de son mari. Bon, ça peut être aussi dans le sens contraire, parce que là aussi, on a vu des couples où c'est le mari qui a pratiquement peur des réactions de sa femme. On a rencontré ça souvent. Le mari a littéralement peur des réactions de sa femme parce qu'elle ne sait pas parler doucement. Et quand elle parle avec de grands gestes et elle crie, elle perd le contrôle et il y en a qui vont même jusqu'à faire des casses dans la maison. Quand c'est ainsi, il n'y a pas de communication, une bonne communication. Et un homme expliquait un jour, en fait, la femme se plaignait du fait qu'il n'avait pas de télévision à la maison, de poste téléviseur. Et la femme disait, mais maman, vous imaginez, malgré tout le salaire que mon mari a, on n'a même pas un poste de télévision à la maison. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que c'est ainsi? Et quand j'ai partagé ça avec son mari, et son mari me dit, mais est-ce qu'elle vous a dit où est parti le dernier poste téléviseur? Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais c'était juste pour dire qu'il m'explique que quand sa femme veut parler avec lui, souvent quand ils veulent juste régler certaines choses, elle s'emporte, elle perd le contrôle, elle s'emporte et souvent elle prend n'importe quoi, elle jette sur le matériel à la maison et c'est ainsi qu'elle a brisé 2 fois de suite les postes téléviseurs à la maison. Donc du coup, le mari s'est résolu à ne plus acheter parce qu'elle perd le contrôle et il n'y a pas de bonne communication entre eux. Donc vous voyez à quel point le manque de contrôle et jusqu'à quel point cela peut amener un couple. Donc tout de suite, elle perd le contrôle et elle se met à casser les choses. Donc du coup, elle ne communique plus avec son mari. Donc autant on peut rencontrer des femmes qui ont peur de leur mari
parce qu'il n'y a même pas de communication. Et autant on peut rencontrer aussi des femmes qui réagissent tellement mal que souvent elles perdent le contrôle et elles font des dégâts dans la maison, ce qui est dommage parce que la femme est faite pour être douce. Et une femme, je n'imagine pas une femme en train de saccager le matériel à la maison ou encore de s'emporter à tel point qu'elle perde le contrôle. Donc, femme, tu m'écoutes, je crois que tu es interpellée. Si tu es dans ce type de caractère, sache que tu ne peux pas avoir une bonne communication avec ton mari et tu dois prier pour que ce côté-là te quitte. Il y a aussi dans la communication une forme de manipulation souvent. Souvent dans la communication au niveau dans le foyer, nous voyons qu'un membre et une partie peut faire une sorte de manipulation en se repliant sur soi ou encore en restant dans le silence. L'homme parle, il passe le temps à parler, mais la femme peut rester par exemple dans le silence. Elle refuse de communiquer. Et quand elle refuse de communiquer, en ce moment, l'homme ne peut pas continuer. Donc, autant ça peut être du côté de l'homme, comme ça peut aussi être du côté de la femme. Ou encore d'autres qui se replient dans les larmes. Et souvent, certaines femmes disent qu'elles n'arrivent même pas à échanger avec leur mari. Et quand leur mari commence à leur poser un problème sérieux, vraiment dans une sérénité, de façon sereine, elles n'arrivent pas à parler et elles se mettent à pleurer. Donc là, vous voyez, c'est comme une situation qui est là et qui ne permet pas de promouvoir une bonne communication. Donc d'autres se replient dans le silence, d'autres se replient dans les larmes, et puis bon, finalement, d'autres fuient carrément la discussion, surtout quand ça ne les arrange pas. Ils fuient la discussion. Ils font tout pour qu'il n'y ait même pas d'échange. Et quand c'est ainsi, donc il n'y a plus de communication. Et ça veut dire dans tous les cas que le problème qui devait être discuté, il est suspendu, il est là. Il n'a jamais été résolu en réalité parce qu'une partie fuit la discussion. Là, ça ne permet pas du tout une bonne communication et là, il faut faire face aux situations qui se passent dans les foyers. Quel que soit le type de situation, une bonne communication, d'abord, mettre Dieu au centre de nos foyers et deux, une bonne communication bien jaugée, une bonne communication peut permettre d'enrayer pas mal de situations. Parce que c'est dans la communication aussi qu'on peut reconnaître que par rapport à la situation par laquelle nous passons, c'est dans la communication qu'on peut reconnaître qu'il faut prier, mais prier dans tel sens pour permettre à Dieu d'agir dans tel ou tel sens. Et c'est là, c'est dans la bonne communication qu'on peut vraiment aboutir à cela. Et donc c'est important pour nous, c'est important pour chaque couple de prendre le temps et de communiquer. Et communiquer aussi sans avoir un discours accusateur. Parce que souvent, nous voyons dans certains couples, soit l'homme est toujours en train d'accuser la femme, l'accuser pour pas mal de situations. Donc du coup, quand il y a un discours accusateur, croyez-moi que ça freine la communication. Parce que tout de suite, l'autre va se dire, bon, puisque je semble être tout le temps accusé, donc du coup, l'autre partie ne trouvera pas bon de continuer à échanger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en ce moment, il faut faire attention pour enlever ce côté accusateur. Donc faire en sorte qu'on puisse garder une communication dépouillée de toute accusation. Et en ce moment-là, on va de façon objective, mais de façon positive pour une communication constructive. Une communication qui est dépouillée de toute accusation, mais qui va permettre de s'écouter et de ne pas se sentir jugé, mais de partir vraiment dans la simplicité, mais pour trouver des solutions par rapport aux situations qui sont posées. Il y a un aspect qui est aussi important. Et une femme disait que son mari ne la prend jamais au sérieux. D'abord, il trouve qu'elle parle beaucoup. Ça, c'est la logique féminine et nous ne cesserons de le dire. La femme va vouloir expliquer longuement les situations et souvent, elle n'a pas besoin de solution, mais elle veut simplement qu'on l'écoute. Et donc, elle veut simplement qu'on compatisse
à ce par quoi elle passe. Elle veut simplement qu'on reconnaisse qu'elle est en train de jouer un rôle positif dans une situation, même si elle ne présente pas tout de suite la solution. Mais la logique masculine sera tout de suite de dire, bon, dans tous les cas, ça va aboutir à quoi? Au finish, quelle sera la solution? Bon, donc, un homme qui se dit que la femme parle beaucoup, finalement, il ne va plus la prendre au sérieux. Et la femme dont je parlais tantôt disait que son mari ne la prend jamais au sérieux. Donc, quand il commence à parler, il passe le temps à rire, et après, il fait tout pour l'arrêter. Bon, donc, du coup, tout ce qu'elle a en elle et qu'elle veut partager avec son mari, elle n'arrive plus à le faire. Donc, dans ces conditions-là, un homme qui ne prend pas sa femme au sérieux et qui n'a pas la bonne technique pour l'amener à résumer ce qu'elle a à dire, parce que là aussi, si on sait que sa femme aime expliquer longuement les situations, il faut gentiment l'amener à résumer certaines parties, hein, pour arriver rapidement à la conclusion. Mais cet homme, lui, il a résolu son problème en ne prenant jamais sa femme au sérieux. Et du coup, sa femme se plaint, sa femme dit qu'il ne la prend jamais au sérieux. Quand c'est ainsi, soyons sûrs qu'il n'y aura pas de bonne communication. Parce que les situations sont là et tout. Bon, donc, quand nous disons cela, pensons aussi aux situations où on a une partie qui a une attitude querelleuse. Il y a des femmes qui sont appelées des femmes querelleuses. C'est-à-dire que tout le temps, ce sont elles qui sont dans des querelles interminables. Querelles avec leur mari, querelles avec les enfants dans la maison, querelles avec le personnel de maison, querelles avec tous ceux qui viennent à la maison. Et du coup, leur attitude est une attitude querelleuse. Et quand c'est ainsi, tout de suite, ça repousse les gens. Et surtout à la maison, chacun se dit, ah, ne va pas trop vers maman, parce que tout le temps, c'est des querelles qui ne finissent pas, et on la reconnaît pour les querelles. Et comprenez que dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile d'avoir de bonnes communications avec cette personne. Bon, il y a aussi... nous écoutons souvent des hommes qui disent que leur femme est revancharde, a une attitude elle cherche toujours à se venger des situations. Et il y a des hommes aussi qui tombent facilement dans ce piège-là, qui ont des attitudes revanchardes. Ils cherchent coûte que coûte à se venger des situations qui se sont passées il y a longtemps. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas pardonné. S'il y a des situations qui se sont produites entre les deux, dans le couple, depuis peut-être des mois, et par la suite, une partie se rend compte que l'autre cherche à se venger, et c'est par rapport à ce qui s'était passé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de communication. L'autre va toujours voir en la personne, en la femme ou en l'homme, quelqu'un qui cherche à se venger dans les situations. Donc, il n'y a plus d'objectivité dans la communication. Et quand il n'y a pas d'objectivité dans la communication, et en ce moment, c'est biaisé, tout est biaisé. On ne sent plus, il n'y a plus de confiance, on suspecte toujours l'autre de vouloir se venger et par rapport à une situation passée, et cela veut dire qu'il y a des situations qui se sont passées et qui n'ont pas été résolues en réalité. Et ça, c'est le signal fort qu'il y a des situations qu'on doit oser, accepter, se responsabiliser pour les poser face à chacun pour trouver des solutions définitives et accepter dans l'humilité, reconnaître ses torts et aussi pardonner. Et en ce moment, on est sûr que selon la parole de Dieu, on a pardonné, on ne revient plus sur ces situations et donc on arrête du coup l'attitude revancharde. Et quand il n'y a pas on ne cherche plus à se venger vis-à-vis de l'autre, on remonte facilement
à un niveau de communication quand même acceptable dans le couple et objective, et qui fait que, bon, on se fait confiance, on peut se parler devant des situations sans nous référer à des situations passées, sans nous référer à des situations qui vont nous amener sur une piste et un chemin sans issue. Et je l'ai par moments dit, mais je tiens à insister sur le fait que dans notre communication dans le couple, qu'on n'insiste pas trop sur ses droits, qu'on n'insiste pas trop sur ses privilèges, qu'on ne soit pas tout le temps en train de réclamer ses droits, en train de réclamer ce qu'on appelle nos privilèges. Et quand c'est ainsi, là, on crée une situation où ça devient comme une revendication, et cela n'est pas vraiment bien dans un couple, et cela ne permet pas d'entretenir une bonne communication. Donc faisons tout pour ne pas être, j'appellerais ça être égocentrique, c'est-à-dire se fixer sur ses intérêts. Quand une partie se rend compte qu'on est fixé uniquement sur nos intérêts, ça fait que ça force toute la communication. Parce que l'autre tout de suite va voir en nous une personne qui est toujours en train de chercher à préserver ses intérêts, qui n'est pas en train de chercher à préserver les intérêts du couple, mais ce sont ses intérêts à lui ou à elle qu'il est en train de chercher à protéger. Et quand c'est ainsi, il y a l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est-à-dire qu'on est fixé uniquement sur ce qui nous intéresse et non l'intérêt de tout le couple. Bon, là, ça c'est vraiment des points qu'il nous faut retenir, et il faut que dans notre communication avec notre conjoint, on fasse attention pour ne pas tomber dans des petits pièges qui sont là souvent et qui peuvent venir interférer dans notre communication et qui peuvent faire qu'on n'arrive pas à avancer, à trouver des repères dans notre communication. Et il y a un homme qui expliquait que sa femme, quand elle commence à parler avec lui, c'est comme, ça c'est l'attitude un peu querelleuse, mais elle cherche toujours la petite bête pour l'accuser. Elle est toujours à la recherche des petites bêtes, c'est-à-dire des situations, et pour amener ces situations-là, et forcément, la communication ne se termine jamais bien. Parce qu'elle s'agrippe sur des petites bêtes-là et qui font que, bon, ça relève de la susceptibilité, mais ça relève vraiment de la mesquinerie, je dirais. Quand il y a de la mesquinerie dans notre communication avec notre mari, il faut être sûr qu'il va finir par en avoir marre. Il ne trouvera plus du plaisir à parler avec nous parce qu'on cherche toujours la petite bête et on est susceptible, on est mesquin. Et quand on tombe dans cela, soyons sûrs d'une chose, on repousse l'autre. Il ne va pas nous le dire, mais il n'a plus du plaisir à parler avec nous. Donc faisons attention pour ne pas tomber dans ce petit piège-là, ou encore chercher toujours à rappeler les fautes passées. Ah oui, ça, souvent, les femmes sont expertes dans cela. Elles n'oublient rien. Et une femme expliquait qu'il y a 12 ans de cela, et ils sont partis, son mari et elle sont partis dans une famille, et que ce jour-là, devant les gens, son mari s'est mal comporté vis-à-vis d'elle. Et ça, elle n'avait pas oublié ça 12 ans après. Et quand elle explique ça comme si ça venait de se passer hier. Et donc, elle dit que à chaque fois qu'elle doit sortir avec son mari, comme ça lui revient tout le temps, ce qui veut dire qu'elle n'a pas oublié ce qui s'est passé. Elle lui dit, Haya, on est en train d'aller dans cette famille-là, et ce que tu avais fait la dernière fois, mais la dernière fois c'était quand? Il y a 12 ans de cela. Et elle rappelle ça. Donc, rappelez toujours les fautes passées ne construit pas une bonne communication. Et du coup, son mari est tout le temps en train de se rappeler qu'il y a 12 ans de cela, il s'est mal comporté vis-à-vis de sa femme, alors qu'il croit toujours que c'est passé, mais tout le temps on lui rappelle cela. Donc, rappeler toujours les fautes passées ne construit pas une bonne communication. Et il faut aussi faire tout pour ne pas
vouloir toujours avoir le dernier mot. On l'a souvent dit, mais souvent on est fixé sur notre raison. On veut tellement avoir raison qu'on veut que le dernier mot là nous soit à nous. Donc quand on est fixé sur le dernier mot qui doit nous appartenir, et en ce moment, on est en train de forcer une situation où on est en train de dire que c'est moi seul qui dois avoir raison. Je dois avoir raison. Et quand c'est ainsi, on est en train de ne pas vraiment permettre à l'autre aussi d'avoir aussi raison. On ne peut pas dire que toujours c'est nous qui avons raison. Il y a des moments où on peut se tromper. Il y a des moments où on peut reconnaître que ah, là, j'ai failli. Là, je ne me suis pas bien comporté. Et il faut avoir l'humilité de le dire. Il faut avoir l'humilité et de dire, oui, cette fois-ci, là, franchement, je reconnais que je n'ai pas bien fait. Et en ce moment, oh là là, tu dois avoir l'humilité de demander pardon. Tu dois avoir l'humilité de reconnaître et sincèrement de demander pardon à ton conjoint. Et même si c'est par rapport à un enfant, de demander pardon à l'enfant. Là, tu es en train de lui apprendre tacitement à demander pardon quand il se retrouve devant une situation qui n'est pas où il a mal agi. Mais un parent qui ne montre même pas qu'il est capable de s'humilier et demander pardon à son mari ou à sa femme, à plus forte raison à un enfant, tu es en train de bâtir autour de toi des gens qui vont monter, qui vont grandir avec l'idée que c'est difficile de demander pardon. Et donc, du coup, à ce niveau-là, ne te dis pas que c'est toi seul qui as toujours raison. Dans les situations, soit objectif, soit rationnel. Et ça te permet d'entretenir une bonne atmosphère de communication dans ton couple. Et un phénomène aussi qu'on remarque dans certains couples, c'est le fait qu'une partie peut juger les propos et l'autre part ses propos. Il juge littéralement son partenaire ou sa partenaire. Juger l'autre, c'est-à-dire, l'autre donne un argument, mais on trouve même que c'est idiot, ou c'est bête, ou c'est pas intelligent. Et du coup, on est en train de juger l'autre. Même sans le dire, le fait déjà de porter une valeur de jugement sur l'autre par rapport à ce qu'il a dit, on est en train de lui montrer qu'il n'est pas intelligent. Et surtout quand on arrive dans les couples où on voit souvent l'un dire à l'autre c'est idiot, c'est bête ou c'est pas intelligent, on est en train de rabaisser l'autre. Et tu es en train de confesser sur sa vie, tu es en train de proclamer qu'il doit être bête, qu'il doit être idiot. Et donc ces confessions-là doivent être ôtées de nos langages l'un vis-à-vis de l'autre, parce que dès lors qu'on est en train de parler de cette façon à l'autre, on est en train de rabaisser l'autre. Et on est en train de proclamer que la personne doit être de cette façon. Et sans le savoir, on est en train de mettre quelque chose, de prophétiser négativement sur la vie de l'autre. Et donc, il faut éviter de faire des jugements de valeur sur l'autre à partir juste de ses propos. Et donc, ça, ce sont des points que j'ai tenu à partager ce soir, surtout dans ce domaine de la communication. Mais nous devons aussi faire attention d'abord au moment où nous communiquons par rapport à des aspects bien précis. Et qu'est-ce qui est adapté à dire à un moment précis? Et souvent, surtout les femmes, nous sommes un peu impulsives et nous voulons tout de suite, en accueillant notre mari, nous voulons tout de suite lui jeter toutes les informations qui se sont passées dans la journée. Souvent, on l'accueille, on lui dit, bon, tu sais, on ne lui a même pas dit bonne arrivée. Et on commence à lui dire, tu sais, le riz est fini, le gaz est fini, et tel enfant a fait ceci. Donc, il n'a pas eu le temps même de souffler un peu. On l'accueille à la porte avec tous ses problèmes. Et du coup, vous comprenez que ça crée un malaise. Même si le mari ne vous le dit pas, il arrive fatigué, ce n'est pas le moment adéquat pour lui dire que le riz est fini. Ce n'est pas le moment adéquat pour lui dire que le gaz est fini dans la maison. Quelque part, tu es en train de lui dire qu'à cause de cela, tu n'as même pas pu préparer pour lui. Donc, du coup, on crée un malaise et les plus polis ne vous diront rien, ils continueront leur chemin, mais en fait, ils ne sont pas à l'aise parce que vous comprenez, ce n'est pas le moment. Donc, il faut choisir le moment pour dire certaines choses.
il faut le laisser être relax. Il faut l'aider à être relax. Et quand il sera bien relax, tu sauras comment progressivement lui donner, filer certaines informations ou faire en sorte qu'il accepte d'accueillir certaines informations. Et nous l'avons dit, il faut la transparence dans notre communication. La transparence, il faut non seulement le dialogue, c'est-à-dire que chacun s'exprime, mais il faut la transparence. Et ça, la transparence valorise la communication dans le foyer. Être transparent par rapport à chaque aspect de notre vie. Pouvoir partager les bons comme les mauvais côtés de notre vie. Pouvoir lui dire à notre conjoint ce que nous avons vécu, de bon comme de mauvais. Et aussi, nous prenons le cas de Joyce Meyer, qui passe souvent à la télé. C'est une femme qui est passée par des difficultés énormes depuis son enfance. Elle a été abusée par son père. Elle a vécu pas mal de vicissitudes dans sa vie, des abus sexuels, des viols. Elle a vraiment vécu une vie, elle a été meurtrie quand elle était dans son enfance jusqu'à sa jeunesse. Elle a vécu des choses difficiles. Mais c'est quand elle s'est mariée à son mari actuel, elle lui a tout expliqué. Il faut pouvoir être transparent. Elle a tout expliqué, tout exposé à cet homme et qui sait déjà comment s'occuper, c'est-à-dire mieux s'occuper d'elle. Qui sait comment, à partir de l'expérience, des expériences négatives qu'elle a vécues, comment l'apprendre, en fait. Et cet homme a su qu'elle est passée par des situations difficiles et désormais, il sait comment la traiter pour l'aider à guérir de ces situations. Et il sait aussi comment s'occuper d'elle pour qu'elle soit totalement refaite. Et cela a beaucoup aidé cette femme. Donc la transparence pour tous les côtés, les bons côtés, des choses qu'on a vécues et des bons côtés comme des situations difficiles par lesquelles nous sommes passés, les blessures émotionnelles par lesquelles même nous sommes passés. Oui, c'est normal de partager ces choses-là, de dire à son conjoint, mais sans que l'autre ne soit en train de te juger, de dire à ton conjoint tout ce par quoi tu es passé. Et quand c'est ainsi, vraiment ça, loin de créer un écart dans le couple, cela doit vous rapprocher et doit créer la compassion l'un vis-à-vis de l'autre pour que vous puissiez vous prendre en charge correctement et dans le sens de vous aider à vous reconstruire, à vous rebâtir, et cela est vraiment bien pour le couple. Donc la transparence, le dialogue, ça ce sont des choses vraiment qu'il faut promouvoir dans votre communication. Et je l'ai dit, l'humilité, l'ouverture d'esprit, ça aussi, c'est à valoriser, à promouvoir. Il faut être ouvert d'esprit. Il ne faut pas cataloguer l'autre. Il ne faut pas mettre l'autre dans un couloir en se disant que forcément, c'est de cette façon que l'autre est. Non, il faut avoir l'ouverture d'esprit quand tu parles avec l'autre. Et aussi, nous avons parlé, il faut avoir la bonne attitude de façon générale, mais avoir un discours aussi sobre et posé. Faire en sorte qu'on dise toute la vérité, mais dans l'amour. L'amour doit être le moteur qui va conduire notre communication. L'amour doit être le moteur qui va conduire même tout le couple. Dans chaque aspect, dans la vie du couple, l'amour doit nous conduire. Et c'est dans l'amour qu'on va reconnaître nos torts. C'est dans l'amour qu'on va savoir respecter et valoriser l'autre. C'est dans l'amour qu'on va reconnaître aussi les points positifs de l'autre. C'est dans l'amour qu'on va savoir tenir compte de la vie de l'autre. C'est dans l'amour aussi que nous allons savoir nous mettre à la place de l'autre pour comprendre certaines situations que la personne soit a vécues ou les situations par lesquelles l'autre passe. Tout ça, l'amour doit nous permettre de pouvoir nous projeter à la place de l'autre pour être plus compatissants par rapport à l'autre et pouvoir l'aider. Et nous devons nous entraider. Et la communication nous doit nous amener dans tout cela. Et c'est aussi dans l'amour, c'est dans l'amour que nous aurons une attitude d'écoute. Être patient pour écouter et avoir une attention concentrée. C'est-à-dire être très attentif quand l'autre nous parle. Tout ça, quand notre communication est soutenue par l'amour,
Donc nous pouvons avoir une attitude d'écoute positive. Nous pouvons avoir une attention par rapport à ce que l'autre dit, ne pas nous emporter. Et nous allons avoir un langage empreint d'amour. Et quand cela est fait, je vous assure, nous allons nous aider dans la communication, nous allons prier ensemble, nous allons avoir une communion effective. Et la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 4, verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous voyez, c'est merveilleux. Paul disait aux Colossiens que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Donc, ne choisissons pas des paroles, des mots comme exprès pour blesser l'autre, mais que l'amour soit le socle de notre communication. Et donc, ce qui est très important, quand nous sommes conduits par l'amour, nous allons avoir une communication qui va aider chacun à se retrouver. Et nous allons pouvoir nous retrouver dans une attitude de prière devant les situations. Et aucune situation ne pourra résister à nous, parce que nous sommes devant cette corde-là à 3 fils qui ne va jamais se rompre. Et Dieu est au centre en ce moment, et au centre aussi de notre communication. Et donc, faire attention à tous ces côtés-là, et donc cela nous permettra vraiment de bien bâtir notre couple et notre foyer. Je vais juste aborder 2 petits points très rapidement qui vont nous permettre de terminer cette émission ce soir. C'est les situations qui peuvent interférer dans la communication et qui peuvent faire que dans le couple-là, qu'on n'ait même pas le temps souvent de communiquer. Aussi, il y a les visites, les nombreuses visites dans la famille. Quand il y a trop de visites, c'est-à-dire les visites sont telles qu'on n'a même pas le temps à nous. Ça, c'est une situation, il faut savoir gérer ce côté-là. Sinon, on permet tellement, il y a tellement de visites qui se suivent, et finalement, nous-mêmes, on n'a pas le temps pour nous. Et finalement, on n'a pas de bonne communication. Parce qu'il y a toujours des gens dans la maison, et ce qui fait qu'on n'a pas le temps. On n'arrive même pas à avoir du temps pour nous. L'autre situation, c'est le téléphone. Aujourd'hui, le téléphone, on ne sait pas toujours comment l'utiliser. Et nous voyons souvent dans des couples où les gens partent et les gens, dans toute la journée, ils passent le temps à communiquer, à s'appeler, à se dire des choses longuement au téléphone. Mais encore, ils arrivent à la maison et le téléphone prend une bonne place dans le couple. Et du coup, souvent, on voit soit c'est la femme qui passe un temps fou au téléphone, avec une de ses amies, il parle peut-être des choses qui sont sans grande importance. Et l'homme est assis, il attend tranquillement qu'elle finisse, mais elle est tout le temps au téléphone. Ou encore, c'est l'homme qui est dans ses affaires, dans ses business, au téléphone, et il passe le temps au téléphone, et du coup, il n'y a pas de communion entre l'homme et la femme. Le téléphone, nous devons réglementer l'utilisation du téléphone à la maison. Réglementer les visites, gentiment, positivement, mais aussi réglementer l'utilisation du téléphone pour que ce ne soit pas des pièges à notre communication. Donc, quand nous savons le faire, nous n'allons pas permettre à ces situations d'interférer ou encore de bloquer notre communication. Donc, ce soir, je prie que la bonne communication soit le partage de chaque couple qui nous a suivis et de vous tous qui nous avez écoutés ce soir, que l'Esprit de Dieu puisse faire en sorte que dans le cœur de chacun, que la volonté de chacun soit affermie pour bâtir une bonne communication, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, que le Saint-Esprit agissent dans les cœurs, affermissent les volontés par rapport à la nécessité d'une bonne communication pour que le couple, la famille puisse se bâtir sur une base saine, une base transparente, une base qui est dépouillée de toute susceptibilité, une base qui est dépouillée de toute crainte, mais que Dieu lui-même soit au centre de votre communication et pour une harmonie familiale qui plaise au cœur de Dieu. Parce que Dieu tient une fois de plus à la famille et ce soir, c'est ce que nous avons eu à partager avec vous, que la grâce de Dieu coule sur chaque famille qui nous a suivis et que l'amour de Dieu soit au centre de tout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.